Bonsoir, bonsoir tout le monde. Vous êtes l'une des grandes voix du basket, donc en France, spécialiste de la NBA. Votre métier vous a permis d'allier finalement plusieurs passions, et c'est ce que l'on retrouve dans ce livre Road Trip NBA. Et bah exactement, j'ai cette chance-là de faire un métier qui me plaît. C'est-à-dire que moi, mes deux passions dans la vie, c'est le basket et c'est les États-Unis. Et dans ce bouquin, j'ai voulu partager un petit peu ces deux passions, c'est-à-dire que je raconte les villes des États-Unis dans lesquelles vous trouvez du basket, bien sûr, mais je raconte surtout leur culture, leur bouffe, leur histoire, leur musique, c'est-à-dire tout ce qu'on peut, tout ce que moi je peux aimer dans ces villes, quoi, au-delà du basket. Vous avez parcouru combien de kilomètres et combien d'États américains à votre crédit? Alors, il y en a un paquet. J'ai pas compté les États, c'est marrant ça. Par contre, sur les 28 villes dont je parle dans le bouquin, j'en ai fait moi à titre perso 24. Donc, j'ai fait quand même une bonne partie des US. Ouais. Et puis dans cet ouvrage, vous vous êtes aussi appuyé sur les témoignages de plusieurs joueurs français, comme Rudy Gobert, qui évolue à Salt Lake City avec les Utah Jazz, ou Joachim Noah et le héros des JO, Nicolas Batum. Il y a un vrai rêve américain chez les basketteurs français. Quand vous êtes basketteur, l'ADN même du basketteur est tourné vers les États-Unis parce que la NBA, c'est la plus grande ligue. C'est là où il y a le plus de public, c'est là où il y a le plus d'argent, c'est là où il y a le plus de niveaux, les meilleurs basketteurs au monde qui se retrouvent. Alors moi, j'ai jamais ne serait-ce qu'approché ce niveau-là, mais quand j'étais gamin, je rêvais comme tout le monde de jouer en NBA, quoi. Donc ça fait partie de ça quand le basketteur français qui est hyper bien formé depuis des dizaines d'années maintenant grandit, et ben il rêve de finir aux États-Unis, bien sûr. Ouais. Bon, enfin, cela dit, aujourd'hui, il y a encore peu d'élus, hein. Même si l'accès est aujourd'hui grandement facilité par rapport à il y a une vingtaine d'années, par exemple, où pour un Européen arrivé en NBA, les précurseurs qui ont été, alors historiquement, les Drazen Petrovic et compagnie, mais en France, qui a été Tony Parker, par exemple, pour ces gens-là, c'était dur d'arriver en NBA. Aujourd'hui, bon, ça l'est toujours, mais ça s'est quand même démocratisé. Mais la rareté de cet accès fait bien sûr que c'est glamour, en fait, quoi. Et comment se positionne le basket dans le cœur des Américains face à des mastodontes comme le football américain ou le baseball? Alors, le sport en général fait partie de l'ADN des Ricains. C'est-à-dire qu'eux, ils grandissent avec ça. Tout le monde, quand on est gamin, je veux dire, le dimanche du Super Bowl, par exemple, la terre entière s'arrête aux États-Unis de vivre et ils mangent leur chicken wings et leur pizza devant le match. Maintenant, les Ricains, ils sont malins parce qu'ils ont organisé leur saison sportive en fonction du calendrier de l'année. La NBA, par exemple, c'est ce qu'ils appellent un winter sport, c'est-à-dire que ça se joue de novembre jusqu'à juin à peu près. Le foot US, la NFL, ça joue de l'été, le mois d'août, jusqu'à janvier. Le baseball, c'est le sport d'été traditionnel. Donc voilà, quand un sport se termine, le suivant prend la suite. Et c'est pour ça qu'ils sont malins, parce qu'au final, quand on est aux États-Unis, il y a tout le temps du sport. Et au-delà du basket, ce que l'on découvre, hein, c'est le quotidien américain. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans cet American Way of Life? Moi, je suis dingue de cette culture. J'aime ce côté passionné de sport qu'ils ont. Je suis un amoureux de sneakers, les chaussures qu'ils portent, les paires de Jordan aux pieds, qu'on essaie toujours d'avoir la dernière qui vient de sortir et tout. J'adore ça. Et puis moi, je sais que ça peut paraître bizarre parce qu'en France, on aime bien se prévaloir d'être voilà, les précurseurs de la gastronomie mondiale, etc. Mais moi, je voudrais déconstruire un mythe. On peut très bien bouffer aux États-Unis. C'est-à-dire que oui, c'est facile de manger du fast-food, n'importe quoi, etc. Mais on peut trouver des trucs hyper cool. Et moi, aller dans un resto de barbecue au fin fond du Texas, à côté de Dallas, par exemple, où on va te servir une viande qui a cuit pendant des heures et des heures, etc., je trouve ça incroyable. Les illustrations et la couverture du livre sont aussi modernes que magnifiques. J'ai envie de dire que c'est très instagrammable. C'était voulu? L'idée de départ, en fait, c'était de s'écarter un petit peu du basket et d'être vraiment dans l'aspect culture. Et donc, dans cette couverture-là que vous avez vue, il y a le ballon qui représente le globe et qui devient une route, en fait, pour le road trip. Et puis surtout, il y a tout ce qu'on appelle les landmarks américains, c'est-à-dire la Statue de la Liberté, Malibu, Miami, les palmiers, etc., le drapeau américain. Donc, tous ces monuments un peu iconiques des États-Unis, c'est ce que je voulais, moi. Et c'est marrant parce que le côté Instagrammable, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça marche bien, en fait. Rémi, nous ne pouvons pas ne pas évoquer avec vous le parcours de la Roca Team, notre club à nous. Vous êtes un fin connaisseur de la NBA, mais vous suivez aussi le championnat Betclic Elite et l'Euroleague. Quel regard portez-vous sur la première partie, hein, de la double saison de la Roca Team? Alors oui, moi bien sûr que je suis ça de près déjà parce que je suis un amoureux de basket et en plus parce qu'à Beansport, on vient de récupérer les droits de la Betclic Elite en France. Donc bien sûr que je regarde la Roca Team, surtout que c'est une équipe quand même qui l'année dernière
avait apporté un vent de fraîcheur incroyable, quoi. Ce parcours en Eurocoupe qui avait été fantastique l'année dernière, c'était génial. Et je pense qu'en fait, ce que vit la Roca Team cette année, c'est le propre des grandes équipes qui cherchent à se pérenniser au haut niveau. C'est-à-dire que l'année dernière, ils atteignent le haut niveau en étant champion d'Europe avec l'Eurocoupe. Et cette année, ils découvrent que le plus dur, c'est pas tellement d'arriver au sommet, c'est d'y rester. Et ils ont vécu des choses fantastiques avec Zvezdan Mitrovic. Maintenant, c'est une nouvelle page qui va s'écrire avec Sacha Obradovic. Est-ce que l'arrivée de Sacha Obradovic peut faire la différence rapidement, selon vous? Je pense que ce serait bien parce que cette équipe-là, elle a le roster pour, l'effectif pour. Et l'avantage de Sacha Obradovic, c'est que c'est un mec qu'on connaît bien et c'est un mec qui est habitué de ce championnat. Il connaît les codes, il connaît le fonctionnement. Moi, je suis persuadé que c'est un très bon choix et je suis persuadé que ça va prendre rapidement. On lui laisse quelques semaines, quelques journées de championnat, mais je pense que ça va très vite le faire. Merci beaucoup, Rémi Reverchon, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, bonne soirée.